Bonjour Christophe Oberlin. Vous revenez de Gaza. L'armée égyptienne rase la ville de Rafah. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de la situation sur le terrain? Alors, les nouvelles ne sont pas bonnes, je crois chacun le sait, mais la situation est surtout particulièrement critique. Depuis vraisemblablement des dizaines d'années, la situation n'a pas été aussi critique. Elle est critique notamment du fait du blocus qui s'est aggravé considérablement depuis le coup d'État en Égypte et surtout depuis quelque temps, depuis la destruction programmée de la ville de Rafah du côté égyptien, qui aboutit véritablement de manière efficace, malheureusement, à la fermeture des tunnels. Ces tunnels étaient absolument essentiels à la vie économique de Gaza. La progression de le taux de croissance, par exemple, était de plus de 11% ces 2 dernières années. Depuis le coup d'État en Égypte, c'est zéro. La reconstruction ne peut pas se faire. L'emploi privé a chuté de façon dramatique. Il y a maintenant 30% de chômeurs, 45% pardon, de chômeurs à Gaza. 60% des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et les salaires des fonctionnaires qui étaient payés sur les taxes d'importation, des produits qui étaient importés de manière tout à fait officielle à Gaza, eh bien ces salaires des fonctionnaires ne sont pas payés, ne sont plus versés, et l'autorité palestinienne ne les paye pas. Donc c'est à la fois l'administration qui est étranglée, l'emploi privé, et donc des grèves qui se font, je dirais, dans la bonne humeur, car ces grèves ne sont pas dirigées contre l'administration locale, elles sont dirigées contre le siège, contre l'autorité palestinienne à Ramallah. Les ministres palestiniens de Ramallah ne se rendent pas dans la bande de Gaza, pas plus que M. Abbas ne s'était rendu à Gaza pendant la terrible guerre de cet été. Donc la situation économique est véritablement dramatique. Autrefois, la ville de Rafah était une seule ville. On imagine que la destruction de la partie égyptienne doit nécessairement créer des tensions extrêmes des deux côtés. Alors effectivement, lors de l'accord de la paix israélo-égyptienne, la frontière a été décidée passant à travers la ville de Rafah. Donc il y a une partie de la ville qui est du côté palestinien et une autre partie qui est du côté égyptien. Ce sont des familles, ce sont des gens qui se connaissent et donc ça a été un partage véritablement au couteau. En ce qui concerne la partie égyptienne, eh bien, les bâtiments de la ville égyptienne de Rafah venaient jusqu'au contact de la frontière, qui est un mur qui fait 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur, avec des immeubles qui venaient directement face à la frontière. Or, j'ai pu le constater d'ailleurs, début décembre, en étant sur place, eh bien, la ville avait déjà été rasée sur 300 à 400 mètres. On voyait au loin les marteaux-piqueurs qui s'agitaient au milieu des décombres, les gravats qui étaient emportés. Et maintenant, on sait que le plan de M. Sisi est de détruire la ville sur plus de 6 km de large, sur une longueur de 13 km. Donc c'est pratiquement toute la ville de Rafah qui est actuellement en voie de destruction. Pour quelles raisons l'Égypte procède-t-elle à la destruction de cette ville? La raison, elle est claire. Si vous voulez, M. Sisi se comporte comme le meilleur allié d'Israël. M. Abbas, d'ailleurs, a félicité M. Sisi pour son élection et pour la fermeture des tunnels. Donc on voit qu'il y a une véritable alliance, objectif entre ces trois parties. M. Sisi est un allié objectif d'Israël et d'ailleurs Israël l'autorise à utiliser très largement dans le Sinaï, qui était en principe une zone démilitarisée, des avions, des hélicoptères et des tanks. Et actuellement, cette campagne de M. Sisi eh bien, vise à satisfaire les Occidentaux qui soutiennent Israël et à masquer, à mettre une espèce de rideau de fumée devant les très nombreux crimes qu'il a commis chez lui. Sa propagande, bien entendu, s'appuie sur une espèce de guerre civile qui aurait lieu dans le Sinaï, qui serait bien entendu, comme toujours, dirigée de l'extérieur. En réalité, les gens que j'ai pu interroger à Gaza m'ont affirmé que c'était très certainement des Égyptiens qui se battaient dans le Sinaï et contre le pouvoir égyptien actuel. À terme, cette destruction de Rafah laisse-t-elle présager quelque chose de plus grave pour la population de Gaza? Alors écoutez, ce que disent les Gazaouis, les scénarios catastrophes, on en a l'habitude, on a toujours tendance à penser qu'Israël ne choisira pas forcément le scénario catastrophe,
essaiera peut-être de faire quelque chose qui serait plus dans son intérêt, entre guillemets. Et malheureusement, les scénarios catastrophes se produisent quand même assez régulièrement. Le scénario catastrophe dont parlent les habitants de Gaza, c'est une pénétration massive de l'armée israélienne dans la bande de Gaza et une expulsion pure et simple des 2 millions de Gazaouis dans la zone tampon. Alors ça, c'est quelque chose qui semble absolument effarant, mais peut-être qu'il ne faut pas l'exclure complètement, malheureusement. Pensez-vous que les Occidentaux sont conscients de l'horreur que peut représenter cette hypothèse? Vous savez, le pouvoir occidental, il est surtout sensible à tout ce qui concerne le pouvoir israélien. On l'a vu ces jours-ci, ces attentats monstrueux à Paris font le jeu d'Israël d'une manière telle qu'on peut même se poser la question de qui est derrière tous ces attentats. Je crois qu'il faut quand même se rappeler historiquement, les historiens nous le disent aujourd'hui, on le sait aujourd'hui, que ce sont les milices israéliennes, les milices juives plutôt, qui en 1947 ont fait exploser les synagogues en Irak pour créer la panique et permettre à 150 000 Iraniens de renforcer la démographie juive en Israël. On sait que dans les années 50, ce sont les services israéliens, avec M. Peres d'ailleurs qui était aux affaires, qui ont fait sauter les synagogues en Égypte. On sait que l'éthique n'est pas ce qui guide le gouvernement israélien. On sait par exemple qu'au cours de cet été, eh bien, un certain nombre de soldats qui ont été tués, israéliens qui ont été tués pendant la guerre, l'ont été sur ordre israélien. C'est la fameuse directive Hannibal. Lorsqu'un soldat est prisonnier, eh bien, on rase tout et on tue tout le monde, le soldat et ceux qui l'ont capturé. Donc il faut s'attendre à tout, malheureusement, du côté du pouvoir israélien. Et il est clair que tous ces attentats qui ont eu lieu profitent à plein canal au pouvoir israélien. Il n'y a qu'à voir la manière dont M. Netanyahou est venu finalement donner des ordres et des leçons de morale à notre président et à son Premier ministre. Donc tout ça est extrêmement inquiétant. Peut-on supposer, M. Oberlin, qu'avec cette nouvelle donne du terrorisme islamiste, l'Occident risque de délaisser davantage la cause palestinienne? Oui, il est clair que ce sont les Palestiniens qui font les frais de tous ces événements dramatiques. On va avoir tendance à les oublier. Je rappelle quand même que j'ai reçu personnellement les condoléances du Hamas dès le lendemain de cet épouvantable attentat qui a eu lieu à Paris. Le Hamas a fait un communiqué marquant sa compassion. Je me souviens aussi que j'étais par exemple à Gaza au moment des attentats de Londres. J'étais en train d'opérer, je n'étais au courant de rien et je vois arriver des responsables du Hamas, la mine défaite, qui m'ont présenté leurs condoléances et qui m'ont dit que ce qui s'était passé à Londres était une véritable catastrophe, que ça ne desservait complètement leur cause, que ce n'était certainement pas en faveur de l'islam, et ils sont désolidarisés complètement. Donc tout ceci n'est pas nouveau, mais toutes ces voix, eh bien, on ne les entend pas. Pourtant, le droit commence à faire parler de lui. Les juges européens, auxquels on a posé la question, peut-on vraiment laisser le Hamas sur la liste des organisations terroristes? Les juges ont répondu non. Vous nous avez présenté comme preuve que des coupures de journaux, ça ne suffit pas pour faire le droit. Et donc il y a quelques percées. La Cour pénale internationale, aujourd'hui, eh bien, a tous les éléments juridiques pour instruire les plaintes qui ont été déposées au cours de l'été concernant les crimes de guerre commis par Israël à Gaza. Et aujourd'hui, une seule personne, Mme Bensouda, qui est la procureure de la Cour pénale internationale, et bien sûr une seule personne repose seulement aujourd'hui la décision de suivre ou de ne pas suivre. Donc on voit que le droit commence à pointer son nez en faveur de nos amis palestiniens, et on peut comprendre, sans l'approuver bien entendu, mais on peut comprendre que les moyens les plus extrêmes, les plus extravagants, soient utilisés pour essayer de divertir l'opinion occidentale et permettre au programme sioniste de se poursuivre. Monsieur Oberlin, je vous remercie.